Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse. On va analyser quelques séquences de ce match assez médiocre, j'ai envie de dire, assez négatif. Et puis après, je vais répondre à quelques questions aussi, avec des questions qui m'ont été posées sur Instagram hier soir, donc après le match. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc si on n'a pas vu le match mais qu'on a vu seulement les déclarations du coach et les déclarations des capitaines, on se dit « Ah, c'est dommage, on a fait un bon match mais on aurait pu gagner mais on a quand même perdu, c'est malheureux, c'est triste. On n'a vraiment pas de chance quoi. » C'est vraiment le message général qu'on a entendu hier. On a entendu... alors évidemment, c'est des déclarations, je n'ai pas vérifié, donc je n'ai pas fait mon travail très sérieusement. Il faut le dire, mais je n'ai pas vraiment vérifié non plus ce qu'a dit Xavi, le contexte par rapport aux questions qui lui ont été posées, mais de ce qu'on entend après dans en conférence de presse, on entend une équipe coach déjà qui n'a pas trouvé son équipe si mauvaise que ça, et des joueurs qui n'ont pas l'air dévastés. En fait, la défaite n'a pas l'air vraiment de les déranger. On a une certaine fatalité qui commence à s'installer dans une équipe, chez des joueurs comme Frenkie, chez des joueurs comme Ronald Araujo, des capitaines de l'équipe, où quand on perd un match, c'est pas si grave que ça. Ça ne semble pas si grave que ça. Donc ça, c'est ça qui est grave en fait. Très grave même. Donc on va commencer tout de suite avec l'analyse des petites séquences. Là, on va commencer par une petite séquence. Bon, j'ai pas analysé les amis, les buts, tout ça. Là, je me concentre vraiment sur le jeu en fait, sur le contenu, pas sur les buts. On a le but de Lamine, c'est très bien. On a pris 4 buts, dont 3 buts assez ridicules, tout ça. Mais je n'ai pas décidé d'analyser vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment... j'avais envie de mettre l'accent sur le jeu et nos problèmes dans le jeu en fait, plutôt. Parce qu'analyser les buts, tout ça, on a tous vu les buts, c'est bon, on a compris. On a une équipe qui ne défend pas, qui ne met pas l'agressivité qu'il faut sur les duels aériens. On a un gardien qui ne sort pas, on a du déchet, tellement de déchets que ça nous apporte un danger direct. Bon bref, tout ça, on l'a vu. Donc là, c'est une séquence autour de la 20e minute. Le Barça était un petit peu mieux, mais on va voir toujours que en fait, nos problèmes de précipitation, nos problèmes de nervosité, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est en stress, qui n'a pas la confiance en elle assez forte, assez de confiance pour essayer de poser le jeu et faire quelque chose quoi en fait. À partir du moment où on est pressé, on a une équipe qui fait caca culotte quoi. Donc là, Gundogan est redescendu assez bas, à l'image de ce que peut faire Frenkie par moment. On a une défense donc on va dire à 3 mais asymétrique. On va dire que Christensen, le troisième central, des fois c'était Frenkie qui était là, Christensen était là, Araujo était là, Koundé là. Donc Koundé est comme un latéral, Christensen comme un autre latéral. Là, il devait y avoir encore Baldé qui devait être, je crois, peut-être à l'intérieur du jeu ou en tout cas sur l'aile. Et donc une sorte de défense à 4 comme ça, avec un milieu qui vient aider la défense pour les sorties de balles. Cette fois-ci, donc, c'est Gundogan qui vient aider. Frenkie arrive en soutien. Gundogan va le servir. Il va esquiver un peu Nico Williams qui est venu presser, qui est venu bloquer la passe pour Koundé. Donc là, Gundogan va chercher Frenkie dans l'axe et Frenkie va écarter sur Koundé. Donc là, c'est le bon move. Là, déjà, ce qu'on peut voir aussi, c'est une équipe de Bilbao assez organisée et qui met en fait l'agressivité et l'intensité qu'il faut pour presser. C'est une des plus grosses différences entre Bilbao et le Barça. C'est tout simplement l'envie, la détermination, l'agressivité dans son pressing. On va le voir. J'ai sélectionné quelques séquences de pressing du Barça. Vous allez voir que c'est très très ridicule. Au contraire de Bilbao, qui donne sa vie sur chaque ballon pour récupérer. Ils font pas semblant en fait. Nous, on a une équipe vraiment qui fait semblant de presser, c'est assez ridicule. Donc on écarte. Là, Nico Williams donc, est monté sur Gundogan pour presser. On a Sunset, le numéro 10, qui vient un peu presser Frenkie. Donc là, ça l'oblige à aller sur le côté, à aller chercher le Koundé. Donc une fois que Bilbao a un peu obligé entre guillemets Frenkie à sortir sur le latéral, à écarter on va dire, et bien là il va être enfermé. Donc là on a le latéral qui était sur Lamine qui est un peu rentré au cœur du jeu pour essayer de se démarquer du latéral. Le latéral gauche il va monter sur Koundé, il va venir presser le deuxième central qui va monter sur Lamine pour le marquer quoi à la place du latéral. Donc on a le latéral qui vient boucher potentiellement la passe de Koundé pour Lamine, en tout cas pas lui faciliter la tâche. On a Frenkie qui est entouré de Nico Williams qui va s'avancer pour empêcher Koundé de repasser derrière par Gundogan. Il va essayer de boucher l'angle, même si l'angle là n'est pas bouché. Koundé aurait pu repasser pour Gundogan ou quoi et éviter de se presser. Frenkie, il est pressé par le milieu.
un des deux doubles pivots, donc qui vient presser Frenchy pour empêcher la passe. Et là, on a Koundé qui se précipite tout simplement. Koundé qui est sous pression, il est entouré. Là, on est en infériorité très claire. On a 4 joueurs de Bilbao autour de 2 joueurs. L'angle un petit peu qui n'est pas facilité, on va dire, qui est un peu bouché par Nico Williams. Là, le deuxième angle bouché. Là, la passe pour Frenchy, elle est risquée aussi. Si on perd la balle ici, derrière, c'est porte ouverte comme d'habitude. Donc Koundé, là, il aurait pu essayer de la passer à Lamine parce que lui, regardez ses appuis, il est parti quoi. Il est parti pour couvrir la profondeur. Donc là, on a de la précipitation de la part de Koundé qui est sous pressing, sous pression et qui se précipite pour jouer. Donc il dégage un grand ballon vers l'avant. Et on a un Lewandowski qui ne prend quasiment jamais la profondeur. Donc effectivement, quand ton attaquant ne prend pas la profondeur et ton défenseur est en pression et qui veut t'envoyer un long ballon pour pas perdre la balle ici, et vaut mieux balancer un long ballon dans la profondeur. Et si jamais l'attaquant fait un bon appel, ça peut être potentiellement dangereux, même si c'est pas le but recherché d'essayer de balancer des longs ballons, c'est pas le projet non plus, mais ça peut faire, on sait jamais, des différences. On a vu le but de Lewandowski, ça reste sur un long ballon de Christensen pour Ferran, qui a ensuite fait un bon contrôle et essayé de servir dans l'axe Pedri. Bref, donc là on a aucune profondeur de la part de Lewandowski. On a quand même Ferran qui part en profondeur, lui, il est trop loin, la balle elle est pour Robert, donc précipitation, perte de balle directement. Donc voilà, là on a un problème de précipitation chez les joueurs qui sont sous pression et qui font n'importe quoi, alors que là, Lamine, il était marqué par le défenseur, mais franchement, il avait de la marge. Il aurait pu, là le défenseur, il le marque, il laisse un petit peu d'espace. Là, Lamine peut, avec la technique qu'il a, recevoir la balle. Frenchy, il fait l'appel là dans le dos du 6, et Lamine qui va le trouver. Et puis après, lui, il vient serrer sur Frenchy, et tu vas trouver Pedri dans l'axe, tu vois. Essayer de trouver des circuits courts, avoir la confiance en fait. Mais on a tellement peu confiance en nos coéquipiers, on a tellement de déchets techniques, que dans les petits espaces, on ose très peu de passes comme ça. Sous un pressing comme ça, comme une équipe de Bilbao qui fait un pressing aussi fort, aussi intense, eh ben direct c'est caca culotte. Donc là on a une contre-attaque de la part de Bilbao. On va voir donc, on perd la balle un peu au milieu de terrain, donc on a une contre-attaque directe. Là on a donc la balle, elle est pour Nico Williams, donc on a Koundé qui vient resserrer sur Nico Williams, on a Gundogan qui va venir pour fermer un peu l'angle de passe pour Sunset, Araujo qui est là pour couvrir soit la passe pour Sunset, soit éventuellement si Nico il part en profondeur, Araujo il est là, Christensen qui est sur l'attaquant, et là on a Frenchy, je comprends pas trop. En fait, je comprends pas trop le déplacement de Frenchy parce que il va en défense centrale. Pourquoi il vient se placer en 5e centrale? Pourquoi là on est là, tous alignés, et qui est là? Qui est censé être là, les amis, à votre avis? Pourquoi Frenchy est là? Frenchy devrait être ici, tout simplement. Là, l'attaquant, si Nico Williams il envoie en profondeur l'attaquant qui est axial, je suis désolé, mais ça va, normalement. Tu vois, tu vas pas prendre à 15 un mec là. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai la mauvaise analyse sur cette action. Pour moi, déjà, Ferran est un peu trop écarté. Là, de base, au début de l'action, comme on a dit, on a perdu la balle. Donc Ferran était en position d'attaque, était assez écarté sur son aile. Là, il revient pas assez vite. Pour moi, il doit resserrer. Concrètement, il doit avoir 2-3 mètres d'avance, tu vois. De plus, quoi, vers l'axe. Et Frenchy, je comprends pas pourquoi il est là. Tout simplement. Là, il n'y a personne dans cette zone. Gundogan, c'est normal. Il est sur ce côté-là. Il resserre. Il resserre sur Nico. Et là, il y a une prise à 2 sur Nico Williams qui n'a pas trop de choix. Mais Nico Williams, il a l'intelligence et la vista de servir le milieu qui vient faire son appel dans l'axe, qui est complètement seul. La passe, elle est parfaite. Et le gars se retrouve seul. Et là, à ce moment-là, on a Frenchy qui sort de la défense pour aller le presser. Mais c'est trop tard, regardez l'espace qu'il y a. On a un espace gigantesque entre notre première ligne de pressing, on va dire l'attaque ou quoi, et la défense. On a des milieux, un double pivot qui n'est jamais là où il faut, quoi. Et Pedri hier dans le pressing qui était assez mauvais aussi, on va le montrer tout à l'heure. Je comprends pas. Pourquoi il n'y a personne ici? Donc là après forcément quand c'est un peu trop tard, bon il y a Ferran qui vient et qui fait sa course au cas où, qui vient resserrer, et Frenchy qui sort donc, et après bon quand même on récupère la balle. Ronald qui va relancer sur Ferran, hop, tranquillement, Ferran qui va partir pour la contre-attaque. Là on a Hector qui reste en soutien un peu parce que il voit que l'ailier court sur Ferran pour presser Ferran, pour le bloquer, pour pas que Ferran parte tout seul, on va dire là, qui prenne au cas où de vitesse ce gars là, et bien il vient resserrer là. Donc Hector Fort pour moi fait le bon move, il s'écarte de lui pour, tu vois, on pose le jeu, repasse par derrière, tranquillement, te précipite pas.
Et là on a Ferran qui fait une passe. Et voilà. Mais ça c'est une équipe typique qui se comprend pas tout simplement. Donc c'est pas uniquement de la faute de Ferran. Pour moi c'est tout ça, c'est collectif. C'est une équipe qui n'a aucune compréhension collective vraiment. Ça ne se comprend pas. Avec ballon ou sans ballon. Hier, comme souvent, on a vu un double pivot Frenkie Gundogan. Gundogan qui n'était pas franchement dans un bon soir, hein, c'est peu de le dire, tout comme Frenkie, tout comme Pedri, tout comme quasiment toute l'équipe. Mais notre milieu hier, c'était notre milieu qui est peut-être une de nos seules forces, a été notre faiblesse d'hier. Bon, pas uniquement, mais c'est vraiment ça, notre force. Normalement, c'est notre milieu. On a un milieu Gundogan, Pedri, Frenkie, qui normalement, avec ballon, est quand même censé faire de belles choses. Avec ballon, je précise bien. Là, ça n'a vraiment pas été le cas. Donc on a... Sur cette séquence-là, j'ai trouvé ça assez intéressant. On a Pedri qui est redescendu à la place de Gundogan. Donc on a Gundogan qui s'est un peu libéré. Il a été content, à mon avis, de voir Pedri venir à son poste parce que Gundogan n'a pas envie d'être là. Hein. Concrètement, il a rien à foutre là, mais c'est comme ça. Donc on a une petite séquence de relance. Voilà, Iñaki qui relance sur Christensen. Christensen qui va trouver donc Frenkie. Frenkie qui aurait pu trouver là Pedri. Voilà, hein, le but. Jeu de position les amis, tac tac, Christensen qui peut pas passer par Pedri, l'homme libre, tac, derrière la ligne de pressing, Christensen qui passe par Frenkie, Frenkie qui trouve face au jeu, qui arrive donc dos au jeu, dos au but on va dire, Frenkie il arrive, et il va trouver face au jeu Pedri. Sauf que non, bon, comme d'habitude, garde un peu trop le ballon. Frenkie donc qui resserre Christensen, et là Christensen va trouver Pedrito, qui est seul, qui demande le ballon, qui est entouré de... qui est quadrillé quand même. Le pressing de Bilbao, on le rappelle, était assez efficace. Mais Pedri va trouver le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va patienter un petit peu. Là, le fait d'avoir cette petite pausa, cette petite pause, tu vois, dans le jeu, ça fait un petit peu douter l'adversaire. L'adversaire sait pas ce que Pedri va faire, tu vois. Et Pedri, qu'est-ce qu'il fait? Il fait cette petite pause, les adversaires sont là, ils ont un petit moment d'hésitation, est-ce qu'on presse sur lui, est-ce qu'on reste là parce que est-ce qu'il va faire, il va refaire la passe à Christensen? Et bien Pedri se met face au jeu et il ouvre le jeu. Donc là, tu as tout le bloc de Bilbao qui recule déjà et qui se serre. Donc là, on a quand même on voit hein, l'équipe de Bilbao très compacte, déjà sur très peu de mètres, la défense, le milieu, les deux attaquants, ils défendaient en 4-4-2 hein, comme la plupart des équipes. Les ailiers qui sont très axiaux, qui viennent fermer, tu vois, et qui laissent les latéraux libres, parce qu'une fois que tu la passes sur le latéral, tu es obligé de faire une passe longue et les ailiers ont le temps de sortir sur le latéral et de le presser. Donc là, le but, c'est vraiment de fermer l'axe, tu vois. Eux, ils défendent bien. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire, tu vois. Presser en étant compact. Des ailiers qui ferment l'axe, qui t'empêchent d'avoir des lignes de passe. Donc Pedri qui accélère face au jeu et qui oriente. Donc en fait, il fait le travail d'un vrai pivot. Voilà ce qu'un pivot du Barça devrait faire. Se mettre face au jeu et avoir l'intelligence d'orienter, d'ouvrir le jeu, tu vois. D'orienter le jeu là où il faut, quoi, tout simplement. Et Gundogan hier l'a très peu fait. Je trouve. Beaucoup de passes en retrait, très peu de prise de risque. Et là, Pedri, il a été pendant 5 minutes peut-être à la place de Gundogan en étant pivot. Et pour moi, il a été meilleur que Gundogan à ce poste-là, quoi. C'est assez triste d'un côté, parce que c'est pas son poste non plus à Pedrito. Donc voilà, là, il écarte pour Lamine ou pour Koundé, mais voilà. C'est un move pas exceptionnel, hein. C'est juste pour montrer, c'est un petit exemple, quoi, de ce que devrait faire un pivot aussi au Barça, avec ballon, bien sûr, pas sans ballon. Petite séquence de pressing. Donc le pressing au Barça, hein, c'est vraiment un pressing. Voilà, il y en a normalement, c'est le pressing, et nous on fait un pressing. c'est une variante, c'est-à-dire qu'on presse pas du tout, quoi. On n'a pas compris le terme, on comprend pas ce que c'est. Bilbao à la balle, on voit Gundogan qui, regardez-le, comme il avance. Il avance, il nous fait un petit move de crabe. Il avance un petit peu, tu vois, un peu de travers, genre pour bloquer évidemment l'angle de passe. Mais on avance toujours pour mettre le pressing, mais sans y aller vraiment, tu vois. Juste pour accompagner le joueur, pour essayer de faire peut-être un tango avec lui, ou je sais pas, une petite danse. Là, on a donc un Pedri. Donc là, effectivement, Bilbao, ils avaient attaqué, donc on avait un bloc très bas. Mais on a Pedri qui va revenir assez bas. On a Frenkie qui est censé être sur lui, donc qui est aussi assez bas, qui était redescendu peut-être dans les cages ou dans la ligne de défense avec les autres. Donc on a l'ailier qui vient ressortir sur son milieu, et là on a Pedri qui arrive en trottinant. Gundogan qui vient aussi presser un petit peu, il lui fait signe de la main, ouais vas-y, fais-toi plaisir. Pedri il arrive toujours en trottinant, pas de problème, donc lui il est dans un fauteuil en fait. C'est ça le problème. Donc je montrais tout à l'heure la différence entre le pressing, mais on va voir juste après. Là on va voir deux séquences de pressing du Barça qui est catastrophique, et après une séquence du pressing de Bilbao qui est agressif et qui fait pas semblant de presser. Donc là on a vraiment une équipe qui fait vraiment semblant de presser. Gundogan dans un premier temps qui arrive vers le joueur mais qui intervient pas, qui essaie même pas d'intervenir. Pedri qui vient là en trottinant, et ça laisse tout le temps au double pivot là d'orienter pour Nico Williams qui était écarté, qui était
seul. Hector Fort, il doit resserrer dans l'axe de toute façon. Il va pas marquer Nico Williams et être écarté et laisser un espace de ouf. Ils sont obligés de resserrer dans l'axe. Donc ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de le laisser jouer le milieu, de le laisser orienter le jeu comme il faut, quoi. Ils ont tout le temps pour orienter le jeu. Donc la balle arrive sur Nico Williams, donc le joueur le plus dangereux. Frenty vient faire une prise à deux, enfin une prise à deux, un semblant de prise à deux avec Hector Fort. Forcément, il est obligé, donc il lâche ce milieu-là et personne ne vient compenser. Ni Pedri qui était monté en trottinant, ni qui que ce soit. Donc Gundogan qui redescend aussi un peu en trottinant. Donc là, on a Frenty qui arrive avec Hector Fort. Les deux reculent. Hector Fort, il recule un peu. J'en veux pas à Hector Fort non plus. Je veux dire, c'est pas dire un gamin de 17 ans puis c'est Nico Williams, c'est le joueur le plus dangereux, c'est compliqué. Mais là, dans le dos de Frenty, il y a un appel du milieu de terrain et personne ne couvre. Là, Ferran Torres, il doit redescendre. Bon, techniquement, c'est soit à Pedri, soit à Gundogan d'être sur lui. Mais il est seul en attendant. Et vu que Pedri n'est pas là, il faut que Ferran redescende et le couvre. Personne ne couvre. Donc la passe de Nico, voilà. Donc là, on a regardé le comportement de Ferran, regardez le comportement de Frenty et ensuite de Gundogan aussi, qui est pas trop mal. Ferran, donc une fois qu'il y a la passe, Frenty, il a l'air choqué, il s'est retourné. Comment il fait pour être seul, lui? Bah ouais, mais c'est comme ça. Donc Ferran, il s'arrête. Hop, petit stop. Donc là, le spectateur, il se dit, oh merde, j'ai fait une connerie, ils vont marquer un but. Donc déjà, là, dans sa tête, on va se prendre un but. Dans la tête de Frenty, c'est qu'est-ce que j'ai oublié aux courses? Est-ce que j'ai acheté des pâtes, de l'eau? Je sais plus ce que j'ai oublié. Regardez, il marche, tranquille. Là, c'est fini. C'est bon. Dans sa tête, le 30, il a marqué un but. Donc on marche. Il n'y a pas de problème. Donc là, Christensen, il va récupérer la balle, plus ou moins. Il va essayer d'empêcher, mais manque de détermination. L'autre, lui, il a de la détermination. Il vient, il presse, il récupère la balle, tout simplement. Donc ça repart. La balle, elle n'est pas sortie. Gundogan, il lève la main, genre, il s'est arrêté, genre. Regardez-le, il lève la main. Ouais les gars, c'est bon, elle est sortie. On dirait un gars au comptoir faire du PMU. Ouais les gars. Donc c'est sympathique. Donc on a Gundogan qui est là, qui est complètement arrêté. Frenty qui se réveille un petit peu, donc il vient. Il se rend compte au bout d'un moment de l'erreur. Là, les deux sont tout seuls. Hein. Ferran qui resserre toujours pas dans l'axe. Il a toujours pas compris. Il s'est un petit peu réveillé. Il a bougé, mais il faut resserrer un petit peu plus vite. Le problème, c'est que là, lui, il est seul, et que en fait, le problème, c'est que Ferran, il est censé aller sur lui, tu vois, de base, et que Pedri est censé être là, mais Pedri, on va le voir arriver. Là, il est là. Pedri, il est là. Le ballon est là. Il arrive sur la tête de l'attaquant. Et Ronald va devoir intervenir. Mais ça y est, c'est la fin de l'action. Mais Pedri est enfin là. Il a l'entrée de la surface. Il marque l'arbitre pour voir si l'arbitre fait bien son taf. Je sais pas. Et voilà, donc on a vraiment un pressing collectif qui est inexistant et assez ridicule, je pense. Et le problème n'est pas que Frenty est nonchalant comme pas possible. Le problème, c'est pas que Ferran s'arrête et est spectateur et s'est dit dans sa tête, c'est bon, on a déjà perdu le match, je suis un loser. Le problème, c'est pas que Pedri trottine, que Gundogan il soit aussi nonchalant que Frenty, que les deux, notre double pivot qui est en phase défensive est censé vraiment récupérer le ballon et d'une nonchalance ridicule. Le problème, c'est pas tout ça. Enfin, le problème, c'est tout l'ensemble en fait. C'est tout ça en même temps. Ce n'est pas juste un tel qui est mauvais. Le problème, il est collectif, les amis. On le voit là, il y a personne ne fait son travail, personne. Deuxième séquence de pressing, celui-là il est costaud quoi. Celui-là est très costaud parce que le pressing est tellement désorganisé et tellement ridicule que c'en est assez risible. Donc là, on a Lewandowski qui vient couvrir Gundogan qui est un petit peu monté. Donc Lewandowski, au lieu de presser la défense, il est là en train de presser le milieu, enfin marquer, hein, pardon. Il redescend un petit peu pour garder sur lui. Donc Gundogan, il le voit, il dit t'inquiète, je vais prendre ta place, vas-y monte. On a Pedri qui suit le milieu. Ferran qui va bloquer, Lamine aussi qui bloque la potentielle passe pour le latéral. Là on va voir un petit truc sympathique, Gundogan qui va poursuivre celui-là, donc le joueur qui est censé marquer, Gundogan est censé marquer ce gars-là, Frenty est censé marquer Sunset, Ferran va boucher l'angle de passe du défenseur pour le latéral, Pedri il suit toujours le 24, il va presser un petit peu mais surtout en bouchant l'angle de passe pour sortir la balle sur le 24, sur le milieu. Donc jusque là on est bon, mis à part Robert qui est là, qui est perdu dans rien, parce qu'il n'y a pas de joueur de Bilbao, il est là un peu perdu sur le terrain, il se demande ce qu'il fout là encore. Où sont mes chaussures de sécurité? Je sais pas frérot, elles sont à tes pieds, tu le sais très bien. Donc là on a un petit problème, hop, c'est léger, mais on va voir, Gundogan, il fait un petit pas de genre je vais suivre lui, il voit Robert qui est là, il dit ah c'est bon, regardez, hop, c'est bon, Robert va presser le 30, il va bloquer l'angle de passe. Et bah non, c'est ça le problème. Donc Gundogan non, il veut pas faire l'effort là pour le coup. Gundogan il veut pas faire l'effort parce qu'il voit Robert partir là, sauf que Robert lui dans son dos, il vérifie pas si Gundogan est toujours sur le 30 et il se décale. Il va pour fermer l'espace sur le 24. Alors que là, le problème, c'est que Lewandowski, il doit boucher cet angle-là. Il doit aller dans cette zone pour boucher. Parce que si lui, il repasse par le défenseur,
eh ben, le 30 il va être complètement seul et l'angle de passe sera pas bouché. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Spoiler alerte. Robert donc trop tard après temps de retard donc il sort sur le gars, mais il sort en bouchant l'angle de passe pour lui qui est déjà plus ou moins bouché par Pedrito. Donc là l'angle de passe il est tranquille. Là, Lamine il bouchait pour pas que l'autre il écarte sur le latéral. Et du coup Gundogan qui a lâché le pressing sur le 30 et qui s'est dit c'est bon Robert il va... Non, ne compte pas sur Robert pour faire un pressing, il faut que toi aussi tu sois là. Frérot. Donc là c'est vraiment, on en revient juste avant sur le truc collectif. Robert d'un autre côté il est censé venir presser et boucher l'angle de passe. Tu vois, faire cette course-là dans cette direction pour presser lui, mais d'un autre côté empêcher la passe pour ce gars-là. Mais d'un autre côté, Gundogan, il n'est pas censé être à 50 mètres de ce gars-là. Il est censé être proche, tu vois. Un peu comme tout le monde. Fenty, là, il est assez proche de 107. On va voir qu'il va s'éloigner. ça va être un autre problème. Mais il est assez proche de 107 parce qu'il est censé plus ou moins être au marquage et être autour de ce gars-là. Et là, Gundogan, il est beaucoup trop loin. Donc, tac. Là, Gundogan, il fait un petit geste de la main. S'il vous plaît, madame. Qu'est-ce qu'il y a ? Frérot, pourquoi tu fais un geste de la main? Oui, Robert il fait un mauvais pressing, mais toi t'es pas censé être aussi loin de lui d'un côté. Donc là il est dans un siège tranquillement, lui, il va pour resserrer et là on a Frentic s'est écarté de 107 entre temps. Pourquoi? Je sais pas, il s'est dit peut-être le 30 il va courir, Gundogan ne fera pas la course donc je vais revenir peut-être, je sais pas. Mais il s'est écarté et là 107 du coup il est laissé seul. Et donc le milieu va trouver 107 tranquillement. Et là donc Frenkie est en retard et il doit faire une course, un effort pour revenir sur 107. Sauf qu'après le champ il est ouvert, 107 il va écarter sur Iñaki Williams. Et voilà. Donc en fait le pressing est tellement inexistant côté Barça, tellement on n'a pas la volonté, c'est criant, c'est fou. Maintenant on va passer au pressing de Bilbao et là on va comprendre la douleur, on va voir la différence de toute façon. Malheureusement je peux pas laisser la vidéo en lecture normale parce que je me ferai bloquer la vidéo. Mais vous allez quand même vous en rendre compte de toute façon. On essaie de relancer propre. Frenkie est redescendu dans une défense à 3 comme on l'a dit tout à l'heure. Koundé est sur le côté, hein, dans le couloir. Christensen a écarté, Frenkie dans l'axe. Gundogan vient en pivot. On a Pedri qui vient demander la balle à Ronald et qui va trouver Gundogan. Gundogan, hop, il va scanner, il va voir Ferran qui est en train de marcher. Lewandowski qui, on va dire qu'il occupe la défense, quoi. Je vais pas critiquer Lewandowski et dire qu'il aurait dû revenir là. À la limite, c'est bien qu'il fixe la défense, mais c'est à Ferran de venir là et en soutien pour Gundogan. Donc Gundogan qui scanne quand même, qui voit que Ferran est là-bas, mais je sais pas. Peut-être qu'il se dit que ça sera trop compliqué. Donc la chose à faire là, c'est la bonne chose. Ronald doit trouver Pedri qui vient, sauf que là on a un pressing direct du gars qui arrive sur Pedri, qui va pas le laisser se retourner, qui va pas le laisser jouer, donc Pedri est obligé de servir Gundogan donc face au jeu. Donc ça c'est pas une mauvaise chose. Pedri sert Gundogan donc face au jeu. Gundogan fait le mauvais choix pour moi. Déjà, il se met dos au joueur. Il se met dos au joueur pour protéger la balle alors que le joueur il est à 1 ou 2 mètres de lui déjà. Là il est ok, il fait sa course, mais là tu dois venir fixer le joueur. Tu dois te mettre face à lui. Là tu arrives face à lui. Il arrive sur toi en pleine course. Tu fais un crochet et tu la donnes à Ferran du gauche par exemple. C'est un exemple, hein, les gars, je suis pas footballeur professionnel, mais c'est un minimum. Gundogan, on sait qu'il a la qualité technique pour éliminer, il l'a déjà fait. Je veux dire, c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus le dribble d'une vie que je demande. Donc là pour moi, il fait la mauvaise chose, il se met dos au joueur. Le joueur qui arrive fort aussi, donc après, il n'y a plus de solution. Mais là, le pressing, il va continuer. Le joueur, là, il continue son pressing sur Gundogan. Il vient même lui rentrer dans le dos, quoi. Il le bouscule, tu vois, pour montrer qu'il est là, pour montrer son agressivité déjà. Donc là, c'est vraiment la différence entre nous qui... On fait semblant, on s'approche du joueur juste pour faire genre on fait un pressing alors qu'on n'en fait pas. Et là, la différence elle est flagrante. Donc là, l'ailier, une fois que Gundogan, il avait pourtant scanné, il avait vu Ferran, mais il s'est dit je vais passer par Koundé. Là, on s'enferme encore une fois sur le côté. Donc encore une fois, Bilbao qui nous a obligés à écarter sur nos latéraux pour pouvoir nous enfermer au bord de la ligne. Tu vois, donc encore une fois un bon pressing de la part de Bilbao et nous on n'arrive pas à sortir de ces situations là parce qu'on n'a pas vraiment de solution non plus. Donc Koundé qui va avoir la balle, qui va servir directement Lamine pour jouer vite, le pressing toujours intense, le latéral qui vient directement presser Lamine. Pedri qui est un petit peu seul, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose, mais le problème c'est que là l'angle il est pas possible. Lamine il peut essayer de faire un truc technique, mais c'est quand même dans un petit espace, c'est assez compliqué. Voilà, bon, il y a le défenseur qui vient couvrir au cas où le départ de Pedrito. Lamine donc qui est pressé, qui est
vraiment agressé, pas dans le mauvais sens du terme, c'est pas un attentat, mais il est agressé, il y a vraiment le Berchiche qui fait un pressing, vraiment, il fait un vrai pressing, on va dire. Gundogan, lui, l'autre il lui passe devant carrément, et voilà, agressivité, et là t'as Lamine qui se retrouve enfermé par 3 gars qui font un vrai pressing tout simplement. Et je suis pas en train de montrer un pressing genre waouh, j'avais jamais vu un pressing comme ça, c'est juste un pressing normal en fait, tout simplement un pressing agressif qui vient t'empêcher de jouer tout simplement. Donc là l'ailier qui vient resserrer aussi et qui vient un peu boucher cette passe là pour Koundé, ou boucher la potentielle passe aussi peut-être pour Gundogan si jamais Gundogan se place là, Lamine. Donc Lamine est obligé de repasser par Koundé, donc il fait le bon choix, mais voilà, encore une fois on est pressé, on n'a aucune solution. Koundé qui veut potentiellement écarter pour Pedri ou pour potentiellement un appel en profondeur. Ça, Koundé, il a fait souvent la saison dernière. Souvent, il arrivait à trouver des passes comme ça en diagonale vers le cœur du jeu, des passes longues, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'on a Lewandowski qui prend pas la profondeur et Ferran non plus derrière qui prend pas la profondeur. Donc, Koundé, il écarte un petit peu là, il écarte la balle et il se dit soit je sers Pedri, qui va se manger un pressing encore dans son dos et on va être enfermé ici, soit je joue long, mais il n'y a pas d'appel, tu vois. Donc, il est obligé de revenir, d'essayer de dribbler. Voilà, il a fait le dribble que Gundogan aurait dû faire tout à l'heure, mais bref, c'est un défenseur, bon, pourquoi pas. Et là, l'ailier, il fait faute, il fait un pressing, faute intelligente, il arrête, il stoppe l'action. Donc voilà, on a un Barça vraiment sous pressing qui n'arrive pas à trouver de solution, et une équipe de Bilbao qui presse vraiment. C'est comme ça qu'on doit faire, tout simplement, pour presser. C'est une leçon de pressing qu'on a pris hier. On va passer maintenant à la FAQ, les amis. Merci à toutes et à tous ceux qui ont participé. Je ne pourrais pas tout prendre, évidemment, comme d'habitude. On commence avec Sharon Crossboy qui dit: que ferais-tu si tu étais à la place de Xavi pour la fin de saison? Alors, très bonne question. Compliqué de répondre là comme ça. Déjà, j'essaierai de voir. Déjà, je remettrai tout en question. Je reverrai toute la façon de travailler, tout le procédé. Parce qu'il y a bien un problème quelque part. Bon, il y a des problèmes dans tous les sens. Il y a un problème aussi physique, hein, préparation physique, médicale. Il n'y a rien qui va. Donc, il y a des problèmes un petit peu partout. Mais déjà, en termes de jeu, j'essaierai de me poser avec mon staff incompétent, certes, mais j'essaierai de me poser justement et d'aller chercher peut-être des avis externes. Je sais pas. Vraiment, c'est peut-être un aveu de faiblesse. Quand tu es dos au mur, de toute façon, eh bien, tu n'as plus le choix. Tu dois mettre ton ego de côté et tu dois essayer de trouver des solutions, peu importe la solution. Mais tu dois la trouver, tu n'as pas le choix. J'appelle Guardiola, frérot, comment on fait? S'il te plaît, sors-moi de là. Mais j'essaierai tout simplement de me rappeler déjà la façon de bosser en fait. Je veux dire, Xavi, il a l'expérience. Je connais la pression que c'est d'être au Barça aussi et de devoir réussir, de pas avoir le choix. Regardez Lamine qui se fait insulter de tous les noms parce qu'il a loupé des occasions. Cette communauté est à l'image de notre jeu actuellement, c'est-à-dire dégueulasse. Mais ça, c'est un détail, bref. Mais Xavi, il a l'expérience, il a été coaché par des grands coachs. Il doit essayer de regarder ce que les coachs, quand il a été joueur, comment travailler ces coachs-là, comment ils ont réussi, essayer de remettre en question sa méthodologie de travail tout simplement en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. La méthodologie de travail ne doit pas être bonne. Il sait très bien ce qu'il ne doit pas aller dans cette équipe, mais visiblement il ne trouve pas la solution, il n'arrive pas à le faire comprendre aux joueurs, j'en sais rien, mais il n'y arrive pas tout simplement. Peut-être pour plusieurs raisons, peut-être qu'il n'a pas les profils qu'il veut, tout ça, j'en sais rien, mais en tout cas il n'y arrive pas, c'est un fait. Donc maintenant il faut remettre en question toute sa méthodologie de travail, faire comprendre, revenir à des choses peut-être plus simples, essayer de changer d'animation, changer de système. Une animation qui est trop prévisible, c'est tout le temps la même. On a l'ailier qui rentre, le latéral gauche qui prend le couloir, on a plus ou moins une défense à 3, double pivot, et on répète. C'est ça le problème. C'est que depuis le début de la saison, on a une équipe qui ne presse pas bien, qui a une structure défensive, comme on l'a vu dans l'analyse là, qui est assez mauvaise, qui n'est pas performante, qui n'est pas efficace, et on répète les mêmes choses. On ne change rien. Donc voilà, on a vu hier quand même des jeunes, on a vu des jeunes de 16-17 ans qui ont été les meilleurs sur le terrain. Il y en a qui disent que ouais, Xavi rend les joueurs nuls. Et quand il met le Koubarsi est exceptionnel. Quand il met le Torfort est au niveau. Et très bon aussi. Lamine Yamal est très bon aussi. Donc on a l'impression quand même que Xavi, il arrive à se faire comprendre par des gamins de 16 ans. Mais par contre, les leaders, les mecs qui ont l'expérience, tout ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Quel est le problème? C'est quand même fou. Donc c'est pas pour défendre Xavi, c'est juste qu'il y a bien quelque chose qui marche pas. Voilà, déjà se remettre en question lui-même. Xavi doit se remettre en question. Et on a l'impression, quand il parle dans la presse, on n'a pas l'impression qu'il vraiment se remette en question parce qu'il dit ouais, on a bien joué, on peut être fier de nous. Non, frère, on n'a pas bien joué. Et on doit pas être fier de nous, on doit pas être fier de ce qu'on montre sur le terrain. L'attitude des joueurs ne sont pas là. Alors Xavi ne doit pas faire comme certains coachs et tomber sur les joueurs, dire lui il est nul, lui il montre pas, c'est une catastrophe. Le rôle du coach, c'est de protéger les joueurs pour que les joueurs qui sont sur le terrain soient au mieux.
tu vois, psychologiquement déjà, dans un état d'esprit conquérant. Mais ça ne marche pas. D'un côté, il protège ses joueurs, et d'un autre côté, ses joueurs sont quand même mentalement dans une faiblesse, quoi. Ça se ressent sur le terrain. Donc il faut repenser toute l'organisation. Si à la place de Xavi, après à la place du président, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il faut changer de coach, tout ça? On en a déjà parlé de tout ça. Ensuite, on a Yanis qui dit Ferran est passé d'un triplé à un match catastrophique. Ferran ne sera jamais un titu, il est nul. Frérot, tu n'es pas venu poser de questions quand Ferran a marqué un triplé, effectivement contre le Betis, ça fait un triplé, une passe D. Tu n'as pas posé de questions, t'es pas venu dire tu vois. Et là maintenant que Ferran a été nul, sachant que pour moi il apporte vraiment Ferran en fait. Il apporte vraiment quelque chose. Après il faut regarder les matchs avec un certain œil, on va dire, mais il apporte des choses qu'il n'y a pas dans l'équipe, c'est-à-dire de la profondeur, un peu de mouvement, tout ça. Alors c'était pas un grand joueur, hein, Ferran, on l'a déjà dit, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit comme d'habitude, mais il apporte certaines choses que d'autres n'apportent pas, tout simplement. Donc voilà, mais c'est un peu bas de faire ça. Moi je t'aime bien, hein, t'es un grand fan de Rafinha, on a compris, mais dès que Ferran fait un mauvais match, tu viens tomber sur lui. Mais frérot, Ferran n'est pas le concurrent de Rafinha, ne t'inquiète pas. Le concurrent de Rafinha, c'est un gamin de 16 ans qui le lave complet, genre. En termes de football, Lamine Yamal, il vient de naître, c'est un nourrisson, frère. Il a, mais 1 million de fois de plus de talent que Rafinha. Que Rafinha n'aura jamais de sa vie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc déjà, inquiète. Il faut s'inquiéter déjà. Frérot, je te sens un petit peu tendu avec Ferran Torres. Ferran Torres n'est pas le concurrent de Rafinha. T'inquiète pas pour lui. Ferran Torres jouera à la place de... Il joue à la place de Félix. Celui qui doit s'inquiéter vraiment pour Rafinha, enfin, voilà, c'est Lamine, tu vois. Lamine, Rafinha, c'est là. Et Rafinha fait peut-être une doublure assez moyenne de Lamine Yamal. Et ça, c'est un autre débat. Ensuite, on a Bonagrotsbeats qui dit dernière chance de sauver la saison Barça-Napoli. Bon, on y croit moyen. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que on y croit très moyen. On verra comment ça se passe. On avait dit il y a un peu de temps tout ça. Le match il est plus ou moins dans un mois. Le match aller, le match retour est 2 mois je crois. C'est en mars ou un truc comme ça, ou un peu plus d'un mois et demi, je sais plus. Donc voilà, au bout d'un moment, si on continue comme ça, dans cette attitude, on l'a vu dans l'analyse, le pressing, tout ça, on a une attitude très nonchalante. On a des joueurs qui font pas les efforts. Donc si on a toujours une équipe comme ça, alors que Naples, eux, ils ont la motivation, ils ont le truc comme ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour nous. Donc est-ce que c'est la chance de sauver la saison, de passer face au Napoli? Je sais pas si on peut dire que c'est une manière de sauver la saison. Pour moi, la saison elle est foutue, la saison elle est blanche. Il y en a des questions là-dessus. Saison blanche, tout ça, je pense que oui. Je pense que Xavi, là, il a compris que déjà il ne sauvera pas sa tête au club. C'est fini. On l'avait déjà dit. J'avais dit que j'y croyais moyen, tout ça. Que Xavi, pour moi, n'arriverait pas forcément à changer la dynamique de l'équipe. Il lui restait une chance de pouvoir rester un petit peu au club. Je pense, hein, j'en sais rien, mais pour moi, il avait une chance de sauver sa tête au club, c'était de remporter la Coupe d'Espagne. Parce que pour moi, la Liga, ça va être très compliqué, voire pas possible. Et la Ligue des Champions, impossible. Donc le seul truc qui restait pour lui, le mince espoir qui lui restait, c'était de gagner la Copa. Et l'espoir s'est évaporé la veille de son anniversaire. C'est vraiment ta fête aujourd'hui, Xavi. C'est vraiment ta fiesta, frérot. On a Kousman qui dit Pedri n'est pas du tout au niveau depuis son premier retour contre la Real Sociedad en novembre. Pedri, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est ça le problème. C'est un peu le problème de toute l'équipe, un peu le problème de ce projet-là avec Xavi, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand Xavi il est arrivé, on était dans un moment où il fallait regagner absolument. C'était le prix. On a mis des leviers là, on a activé des leviers dans tous les sens pour pouvoir essayer de construire une équipe à peu près cohérente et pouvoir regagner à nouveau. C'était le truc, l'objectif principal, s'il vous plaît. Il faut gagner des trophées. Il faut se remettre à gagner, remettre en marche le truc, et après on verra. Sauf qu'on a peut-être fait le truc dans le désordre. Peut-être qu'on aurait dû d'abord essayer de chercher une cohérence footballistique avant d'essayer de trouver des résultats. Parce que maintenant on a l'impression, c'est ce que j'ai vu un peu sur Twitter hier, je sais plus qui c'est qui a dit ça, j'ai plus le truc, mais je trouvais ça très juste. C'est ça quoi. C'est que on arrive dans un projet où maintenant il n'y a que le résultat qui compte, et on a l'impression que ça soit le coach, que ça soit la direction ou que ce soit les joueurs, c'est ça le maître mot, les résultats. Moi je l'ai dit, la saison dernière j'étais satisfait de gagner la Liga parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas gagné. Mais il faut pas se dire juste ça, on a gagné la Liga, on a gagné des trophées les gars, c'est bon. Non, il y a autre chose aussi. Il faut aussi retrouver notre jeu. Il fallait faire étape par étape peut-être. Mais on était dans un projet, dans une phase de projet où la priorité c'était de gagner à nouveau pour essayer de retrouver une économie saine, tu vois. C'est ça le projet de la présidence. La direction est revenue, Laporta est revenu, tout ça. Il y avait une situation financière catastrophique. Il fallait essayer de retrouver une situation financière saine. Donc l'objectif c'était ça. Et pour ça il faut gagner des trophées. Jouer bien au football et perdre les trophées,
Ne rien gagner, ça te rapporte pas d'argent. Donc là, la direction a mis en place le truc, l'objectif c'est ça, tu vois. Et on a pris peut-être le truc à l'envers, tu vois. C'est pas une excuse pour Xavi, hein. Xavi avec les joueurs qu'il a, il devrait mieux jouer. C'est pas ça le problème. Mais maintenant, on a ça dans la tête. T'as l'impression que tout le monde a ça dans la tête. Gagner le trophée. Mais c'est pas uniquement ça. Il faut retrouver un jeu cohérent avant de vouloir gagner des trophées, avant de vouloir aller loin en Ligue des Champions, avant de vouloir concourir en Liga, essayer de gagner le trophée. Il faut essayer d'avoir une cohérence dans le jeu, tu vois. Avoir une bonne base solide. Et c'est pas ce qu'on a eu. On a une bonne équipe, mais on n'a pas de... On le voit bien, cette saison, on n'a pas de cohérence. Est-ce que si on change de coach, on aura vraiment une cohérence collective? Franchement, quand je vois les joueurs courir sur le terrain, qui font pas les efforts, bah, je me dis, voilà. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui veulent anti-flic parce qu'ils crient très fort. Mais je pense que Xavi, s'il est énervé, il peut crier très fort. Mais est-ce que ça changera quelque chose? Est-ce que c'est une question de crier fort sur les joueurs, de les gronder? Méchant, pas bien les enfants. De les prendre pour des gosses et leur crier dessus? Ou est-ce que c'est un problème d'envie, de motivation, de mouiller tu vois, de donner tout, de donner ta vie pour, je montre, non ça sert à rien à voir, mais de montrer tout pour le maillot, frérot. Le maillot, les cuissons, les couleurs, ce que le club représente pour toi. Et quand on voit les joueurs sur le terrain, on a l'impression que ça représente pas grand chose pour eux. Donc pour revenir sur ta question, désolé, Pedri, on est dans un moment où on n'a pas le temps, comme je l'ai dit. On doit essayer de trouver une stabilité. Et pour ça, on essaie de faire jouer les joueurs qui jouent un maximum ensemble. Mais à chaque fois, on a des blessés. Donc là, Pedri, c'est pareil. Et on a forcé un petit peu avec lui, mais Pedri ne devrait pas jouer autant concrètement là. Là, on est en train de jouer avec le feu. Encore une fois, Pedri, il joue beaucoup. Il a joué hier encore beaucoup. Tout moment, il rechute et il repart pour 2 mois. Mais c'est le truc qui veut ça. Il va falloir... On a un mec comme Fermin Lopez qui est au niveau. Il faut mettre Fermin Lopez, tout simplement. Il faut mettre Fermin Lopez. Il faudra sacrifier quelques matchs, sacrifier entre guillemets, et se dire que on va mettre Fermin Lopez. Peut-être que forcément, il a moins de talent que Pedri, moins de compréhension de jeu. Mais Fermin Lopez, ça reste un bon joueur. Ça reste un joueur très offensif, qui percute, qui est attiré par le but. On a des problèmes là-dedans. On a des problèmes de vitesse dans l'exécution, on a des problèmes de percussion, on a des problèmes de gars qui ne tirent pas au but. Fermin Lopez peut le faire. Pourquoi pas essayer? Comme ça, on peut faire souffler Pedri et le retrouver à un vrai niveau dans quelques semaines, tu vois. Mais il faut faire un peu plus tourner. Mais le club n'a pas le temps, il faut qu'on enchaîne, il faut qu'on mette les meilleurs joueurs sur le terrain, quitte à ce que ça soit pas cohérent. Donc c'est compliqué. Ensuite, on a Zemanka qui dit ce recrutement échec de Roméo a plombé tout le système de Xavi. Tu crois? Perso, oui. Oui et non, pas uniquement. Forcément, le départ de Dembélé n'a pas aidé. On a perdu l'arme fatale de Xavi, son arme, celui qui percute. Regardez Bilbao hier avec Nico Williams. Moi, j'ai dit que Nico Williams au Barça, il ferait du bien. Il y en a qui ont rigolé de ça, il y en a qui disent ouais, Nico Williams c'est un joueur, il a rien à foutre au Barça. Je suis désolé, Nico Williams c'est peut-être le meilleur ailier, bon après il y a Vinicius certes, mais un des meilleurs ailiers de Liga, mais bon bref, Nico Williams nous a mangé hier, mais apparemment il est mauvais, bon pourquoi pas. Xavi qui voulait vraiment un vrai 6 pour stabiliser cette équipe, pour remplacer Busquets, on n'a pas pu le faire, financièrement on ne peut pas, c'est comme ça, voilà c'est la situation. Xavi était au courant d'un côté, donc on aurait dû le savoir bien plus tôt, mais on dirait qu'il débarque à chaque fois, ah bon on n'a pas l'argent, d'accord, mais on le savait déjà qu'on n'avait pas l'argent. Donc Dembélé part en plus de ça et nous laisse orphelin, et on a Rafinha, voilà, et donc on est obligé de mettre Lamine Yamal, et Lamine Yamal pour l'instant c'est un peu tôt pour lui, il peut pas enchaîner, il va pas enchaîner. Regardez, Lamine Yamal est le seul offensif hier à faire un taf vraiment au niveau, vraiment être au niveau de tous les offensifs, vraiment le gars qui porte l'équipe limite, et il loupe 2 occasions, et t'as des abrutis sur Instagram qui viennent l'insulter, tout ça, qui viennent lui dire ouais t'as loupé, t'es bidon, machin, tu n'as pas le talent de Messi, mais les gars, mais vous êtes des abrutis, vous êtes finis c'est pas possible, c'est abusé d'entendre ça. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. T'as Lamine Yamal qui est le seul à jouer, et t'as des mecs qui viennent l'insulter sur Instagram parce qu'il poste un truc, genre il s'excuse auprès des supporters, et t'as des mecs qui viennent l'insulter encore sous ses photos qui datent un petit peu, qui viennent l'insulter parce qu'il a loupé 2 occasions. Tu n'es pas Messi. Mais les gars, il a 16 ans. Il a 16 ans. Messi a 16 ans, frère. Il n'avait pas la maturité footballistique, la maturité, la vista dans le jeu vraiment de Lamine Yamal. Il était beaucoup plus fort, avait beaucoup plus de potentiel. Lamine Yamal ne sera jamais pour moi aussi fort que Messi. Mais Lamine Yamal, ce qu'il fait là à 16 ans, c'est vraiment pas mal, frérot. Et là, tu viens l'insulter, tu n'es pas Messi. Mais toi, t'es qui, frère? Lui, il n'est pas Messi, mais toi, ce genre de mec-là, ce sont des sombres merdes, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est voilà, c'est la communauté qu'on a. T'imagines la toxicité du club, c'est fou. On va finir avec la question de Thomas Blasé
ou Blazer, on va dire Blazer, c'est mieux. Notre plus gros problème, c'est que nos créateurs sont repositionnés en défense, non. Gundogan, pour moi, surtout, il n'a rien à faire là. Après, Frenkie, pour moi, il a son poste. Le problème, c'est que Frenkie, on l'a vu dans l'analyse, des fois, il descend en défense centrale, on sait pas pourquoi. T'es pas censé être là, frérot. T'es censé presser dans une zone précise pour empêcher ce genre de passe. Là, t'es en défense centrale, tu marques personne, ça n'a aucun sens. Pour moi, Gundogan, son placement n'est pas bon parce que Gundogan est venu, on l'a déjà dit en début de saison, pour aider à la création proche de la surface. On n'a pas de pivot au niveau, donc on a mis Gundogan à ce poste-là qui peut dépanner, mais c'est un bricolage, ça. Tu ne peux pas jouer comme ça, il n'est pas fait pour ça, on le voit dans le pressing, tout ça, il fait pas forcément les efforts. Lui, il est censé presser les premières lignes, la défense, tu vois, trottine un peu, il bloque les angles de passe, mais il n'est pas là pour agresser, tu vois, harceler les milieux créateurs. C'est pas son rôle. Donc oui, on a des milieux créateurs qui ne sont pas forcément à leur poste. Maintenant, le problème est beaucoup plus profond de toute façon. Il est très profond. Il faudra faire des changements. Tout à l'heure, on me demandait qu'est-ce que je ferais à la place de Xavi. J'enlèverais déjà Lewandowski. Lewandowski, c'est de pire en pire. Alors il a marqué hier, c'est cool, on lui a donné un but, mais quand même, c'est dur, c'est dur. Lewandowski, petit à petit, il faut faire la transition, il faut la commencer maintenant, tranquillement. Il faut intégrer des attaquants comme Mardiou, comme Vitor Roque, jouer avec les deux de temps en temps. Robert, qui peut jouer forcément de temps en temps, mais il faut vraiment le sortir beaucoup plus tôt. Dès qu'il est mauvais, tu le sors direct. Voilà, faut essayer de gérer ça, faut essayer de gérer la transition. Faut avoir un discours avec Robert aussi, lui dire frérot, bah t'es fini en fait, tout simplement, lui dire gentiment, hein. En tant que coach, tu vas pas aller le voir et lui dire ça, mais il faut lui dire tranquillement, tu es fini. Il va falloir faire le passage de flambeau entre Robert et Vitor Roque et tout ça, là, le futur du club. Le futur, en tout cas ceux qui sont là actuellement, hein, on va pas dire il faut aller chercher un attaquant, ouais, mais si t'as pas l'argent, là il y a Vitor Roque, il y a Mardiou par exemple, qui sont des attaquants, des neufs. Donc voilà, il faut faire la transition avec ces gars-là. Petit à petit, il faut que Robert, il les prenne sous leur aile, qu'il les conseille, qu'il leur donne les conseils de quand il était joueur au Bayern, pas joueur au Barça, c'est compliqué. Et voilà, il faut commencer à faire cette transition-là et donner la confiance à certains. Parce que Lewandowski, moi j'aime bien la personne, il fait des danses sur TikTok, on est tous très sympas, c'est assez marrant. Ça a l'air d'être une personne très agréable et très sympathique, mais sur un terrain de foot, ça devient compliqué. Il n'apporte pas forcément ni son expérience, ni son leadership. Il ne transmet pas de confiance non plus quand tu vois son body language. C'est compliqué. Donc petit à petit, il faut essayer de démarrer la transition rapidement. Parce que là, je l'avais dit, moi, on aura besoin d'un grand Robert cette saison parce qu'on n'a pas de grand attaquant. Il faut un vrai neuf devant qui marque des buts, qui te sauve des matchs des fois. Et Robert n'est pas dans ce cas-là. Il devrait être dans ce cas-là, mais le problème c'est de Vitor Roque non plus. Il n'est pas censé être dans ce cas-là. Il a 18 ans, il vient d'arriver du Brésil. Il n'est pas censé être dans ce cas-là, mais qui va le faire du coup? À ce moment-là, tu mets Félix en faux neuf, mais si Félix, forcément, des fois il est un peu nonchalant, tout ça, mais Félix, il a toujours le talent, il a toujours plus de talent, il montre de meilleures choses, même si hier son entrée n'est pas fameuse, mais comparé à Robert, c'est tellement mauvais, je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, on se laisse ici les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, journée, ce que vous voulez. Ciao.